pendant la... Ah. Ah, ça va, ok. All right, thank you everyone for coming on the last day. Thank you for making it to the third day of the summit, and welcome also to all of those of you joining us online. I am very happy to introduce a panel that we are today talking about national experiences on forest monitoring for law enforcement. And joining me today, we have Miguel Mariñas from the Agency for the Supervision of Forest Resources and Wildlife from Peru. We have Jean-Daniel Mendomo, who's hopefully joining us very soon, from the Ministry of Forestry and Wildlife from Cameroon. And we have Daniel Lobo from the Federal Public Ministry in Brazil. We have Olier Adrian Ambinina from the Madagascar National Parks. And we have Serge Bondo from the Forest Governance Observatory in DRC. So please welcome the panelists and thank you for being here today. This session is the second of a three-part series. Yesterday, we talked with our panelists around subnational experiences, and today we're going to talk about some national experiences from these countries today here on the panel. We're going to hear from those involved in monitoring for enforcement from a variety of countries, and we'll hear about what kinds of data they're using and how that information is shared between agencies, and what action looks like. And we'll hear about successes, we'll hear about challenges, and then we'll have some time for discussion where we can identify some areas for cooperation and learning from each other, hopefully. So welcome. And I also invite you to join after lunch. We'll have the third portion of this session monitored by Chip Barber, who's also here in the audience, moderated. And so welcome to all of our panelists. And let's get going with our first panelist. We have a series of questions, and thank you in advance for all of your answers. So our first panelist is Miguel, and the question that I have for you is, how does OSINFOR use the geospatial information and analysis to combat illegal logging? Thank you. Well, first, I want to thank the WRI for the invitation and have the opportunity to talk with the prestigious speakers, too. First, I need to talk about what we do. OSINFOR is a Peruvian agency of supervision on the forest resources and wildlife. Basically, we are in charge of verifying the implementation of the forest management plans, the compliance of the obligations for forest concessions and privately owned timber production areas.
We use the geospatial data in order to do two main things. One, it helps us for timber monitoring, and the other one, it helps us to set up the right responsibilities. In the first case, basically, we use to control the areas and the timber activities, and using the satellite technologies help us to prevent deforestation and also denounce illegal and unsustainable activities. Provide a dynamic weight on behalf of forests, and disturbance on change allow us to make an alert system, and also to identifying prioritized areas for supervision. Now I will show you two cases. The first case, if you see, for instance, this is the area for the forest concession. In this case, the right holder has mobilized more or less 5,000 cubic meters of wood. But the thing is, using the geospatial data, you think that the area was not disturbed. Also, we use an important tool developed with WRI and the University of Sheffield, that is the algorithm selected login, to contrast the information, and we see that these goods are not authorized, so it's illegal. So we have the possibility to censor this good. The second case is the same. It's not a disturbed area and mobilized good. And also using the geospatial data and the satellite analysis, we can see that the area is not disturbed. So these timber activities are illegal. So we need to react as a public agency. Thank you. And I guess just to probe a little bit more, what are the advantages of using this information, and what are some of the gaps that still need to be filled? For sure, basically, this information are really important. There are some gaps, because when you use your spatial data, maybe you can cover big areas. But we need to develop alternative tools, such as the algorithm of selected login, to identify small areas. Because most of the times, in the case of Peruvian system, the illegal activities focus on small areas. So we need to develop this. And on the other side, we need to take into account that the information and the data must go to the authorities, to the sometimes local authorities. Because there is a big problem behind that. And I yesterday listened in most presentation about one problem. We have fragmented data. But this fragmented data sometimes is because the supply chain of timber is fragmented also. So we have fragmenting authorities intervene in this supply chain. So we need to consider also to the capabilities and the weakness of these authorities, no? In order to use the data. No? That's it. Thank you. Thank you so much, Miguel. Next, I'll turn to Daniel. Thank you, and welcome to Jean-Daniel. We were actually, apologies, but we did, let's go to Jean-Daniel next, because I think that's the order that we have the slides in. So just a question for you is, what is the Ministry of Forests doing in collaboration with WRI? I believe there's some quarterly deforestation bulletins going out, and if you could tell us a little bit more about what those look like and how you see them contributing to law enforcement in Cameroon. Ok, merci. Bonjour à tous, je m'excuse du retard, j'ai dû prendre du temps pour retrouver la salle. Je voudrais, d'après ce qui m'a été présenté, j'ai des soucis en anglais. Si je comprends bien la question est de répondre, de parler un peu du bulletin trimestriel de la déforestation. Donc, je n'ai pas préparé de présentation, mais je vais juste vous faire un topo. Je vais relire un topo que j'ai préparé à cet effet, pour dire que le bulletin de suivi du couvert forestier au Cameroun, c'est le fruit d'un partenariat, comme vous l'avez dit, entre le ministère en charge des forêts et le World Resources Institute, dont l'apport technique et financier permet depuis 2018 son élaboration. Il s'agit donc d'une production de l'unité opérationnelle de suivi du couvert forestier mis en place par le ministre des Forêts et de la Faune,
dont la mission est d'assurer le monitoring des massifs forestiers dans le temps et par aire géoécologique. Sur le plan de la méthode, grâce à WRI bien évidemment, nous bénéficions de la technologie des alertes radar et aussi GLAD, préparé par Wageningen University et l'Université de Maryland. C'est donc un bulletin qui est pour nous, au ministère des Forêts, une réponse aux impératifs de modernité en matière de gestion durable et s'inscrit dans le sillage de nos engagements en faveur de l'aménagement durable des forêts, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi de la dégradation. Et aussi également, il faut le préciser, de l'initiative FRA AFR 100. Il s'agit donc d'un outil essentiel en matière de stratégie de lutte contre l'exploitation illégale. Je dirais tantôt pourquoi. Donc, il s'agit donc de lutte contre l'exploitation illégale des ressources forestières et fauniques, de reboisement, d'utilisation des terres et de gestion durable des forêts. S'agissant de sa présentation, il s'agit d'une publication qui ressort l'évolution des changements de notre couverture forestière au cours des 4 trimestres d'une année. Plus spécifiquement, il décrit l'évolution séquentielle des alertes par région administrative. Le Cameroun en a 10, en fonction des types d'utilisation des terres. Le Cameroun a un plan de zonage et aussi les moteurs de déforestation. Sur le plan stratégique et pour une saine application de nos lois et règlements, ça c'est pour arriver un peu à son utilisation en matière de gestion durable des ressources forestières et fauniques, le bulletin permet une planification optimale des missions de surveillance. C'est-à-dire que par le passé, nous allions sur le terrain sans réellement avoir une visibilité d'où nous allons et qu'est-ce que nous allons faire. Mais avec ce bulletin, on arrive à identifier des zones potentiellement de crimes sur les ressources forestières et fauniques. Et c'est ces zones-là que nous ciblons particulièrement pour faire des missions. Donc, il nous appuie pour tout ce qui est contrôle des infractions et aussi également du suivi des aménagements et contribuer à une meilleure orientation des politiques d'aménagement durable. Grâce aux résultats qu'il fournit, que fournit ce système d'alerte, ils font désormais partie intégrante du dispositif permanent de suivi en temps réel du couvert forestier camerounais. Ce que je voulais préciser, c'est que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous, au Cameroun, on a noté que tout ce qui est crime contre les forêts, déforestation, ça relève davantage de la pauvreté. C'est pour ça que chez nous, nous pensons que le principal moteur de déforestation, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas l'exploitation illégale, enfin l'exploitation forestière, c'est surtout la pauvreté. C'est cette pauvreté-là qui amène ces populations rurales à rentrer dans les forêts pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je vais m'arrêter là. S'il y a une seconde question ou alors s'il y a des détails, je pourrais apporter plus de précision. Merci. Thank you so much, Jean-Daniel. In terms of just a follow-up question, if you could speak a little bit more to how you coordinate your results, coordinate your monitoring efforts with Ministry of Forest staff in the field. OK. Également, on m'a parlé de cette intervention-là. Ce que nous devons dire, c'est que le ministère des Forêts est structuré de manière à ce qu'il y ait des services de démembrement, que nous appelons généralement les délégations régionales des forêts, les délégations départementales des forêts et également les postes de contrôle forestier. Ça, c'est hiérarchisé. Alors, déjà, il faut connaître que j'avais été, peut-être par chance, chef de service de la cartographie pendant 8 ans et nous avons beaucoup bénéficié de l'accompagnement de WRI qui nous a développé un outil qui était celui-là qui a transformé nos textes de loi en une application. C'est l'Atlas forestier interactif du Cameroun. Cet Atlas forestier interactif du Cameroun est mis à la disposition de tous les services de terrain. Il présente un peu le cadastre forestier, tous les titres forestiers. Il décline un peu en un outil le plan de zonage camerounais. Nous avons le domaine forestier permanent qui concerne des espèces appelées à rester toujours vertes, donc des espaces destinés à rester des forêts. Là-dedans, on a des aires protégées, des forêts et des UFA, des unités forestières d'aménagement. Et aussi le domaine forestier permanent, qui est l'espace où toutes les populations peuvent mener leurs activités librement. Mais avec l'Atlas forestier interactif, qui est mis à la disposition de ces populations parce qu'il est en ligne grâce à WRI, les services de terrain arrivent quand même à avoir l'information en temps réel sur tout ce qui est affectation des terres forestières et même des terres minières. Et également, pour ce qui est des résultats des alertes, là également, les services déconcentrés du ministère des Forêts ont été capacités sur ces questions, ce qui fait qu'ils ont les capacités techniques de pouvoir aller eux-mêmes consulter les informations en ligne sur les alertes
Et puis également, ils sont impliqués dans tout ce qui est mission de contrôle, à la fois par l'administration ou entre l'administration et son partenaire WRI. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Next, I have a few questions for Daniel. You work for the Amazonia Protégée project, and it would be great if you could tell us a little bit more about what that is and how it combats illegal deforestation. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here. Oh, sorry. My lenses. Oh, no, you're okay. I'm gonna leave it here. It's a great pleasure to be here. I'm very honored to be here and thank for WRI for the invitation. We work in SPEA, that is an office that works with data. We work with data every day. We gather data, literal data, and geospatial data. Literal data, we use it to provide to the prosecutors in all over Brazil. We have 1,200 prosecutors in Brazil, but only 50 prosecutors in Amazon region. So we need to use technology to make, to give reliable data and everything on time. It needs to be quick, it needs to be fast. We have two systems. One system to give literal data that's called Radar, and another system that's called GeoRadar to provide geospatial data to the prosecutors. Also, we have some technological tools to provide information and roadmaps to the prosecutors and analytical tools and different to give information for investigation, especially investigation about land grabbing and illegal mining, and also related to the deforestation. Amazonia Protege is not criminal; it's a civil approach. With Amazonia Protege, we have a roadmap to generate civil actions and automated generation of civil actions. That's a core of the project. We have 4 stages in this project. The first stage is to collect all the data that's necessary to build our intelligence to know that area, and you get the spatial data, and we get also the images. The spatial data is from very different sources. So you get data from ICMBio, that is the public body that the public agent that manage conservation areas. IBAMA, that's the Environment National Agents. INCRA, that have information about the land owners, and also Serviço Florestal Brasileiro, Brazilian Forest Service, that have information of CAR, that's a big record of land owners. So we get all this information, that's geospatial information, and we also getting images and red alerts, red flags and alerts of deforestation. It comes from a partner of us that is Map Biomas. With all this information, we go to the second stage, and we need to enrich this geospatial data, all this geospatial data collected, with personal data. The alerts, we need to filter these alerts because it's too much deforestation cases, but we get a part of this data. It's it needs to be a deforestation of more than 60 hectares.
When it's more, if you show that table that is on that places that you can see that in 3 years of project, it was more than 10,000 cases or alerts of deforestation. So even when you think about only cases of more than 60 hectares, it's very, very big number. So we need to use something to make our job easier. So we need to get the personal data to connect this personal data with the alerts. This personal data is provided by SPEA, that's our office. So we go to the third stage, that's to produce the reports. And in these reports, we merge all this geospatial data, the alerts, the red flags, and also the personal data. And it's all then they are analyzed by our experts. We have about 50 experts that work in environmental crimes or environmental cases in SPEA. And we go to the fourth stage, that is to generate automated civil lawsuits models. These lawsuits are generated by a system that was developed by MPF, and it's a model. It can be changed by the prosecutor. It's not centralized. We generate centralized, but it's for each prosecutor receives the models of the area that he works. So we have now 3 years of project. We are going to the 4th year. And in 3 years, we have more than 3,500 actions, civil actions. And it's a lot of land, a lot of hectares involved. And we plot it on the map. Now, every stage becomes a layer of our system GeoRadar, and it can be analyzed by the prosecutors and the staff to see if that area was already related. You see on that map that orange points and black points are about some actions, the actions, and it's all around indigenous territory called the Caripuna in Rondônia, Brazil, north of Brazil. Thank you. Thank you so much, Daniel. And I think you've already talked a little bit about this, but it would be great just to spend a little bit of time talking specifically around how you're making that cooperation work between your agency and other law enforcement agencies like IBAMA and technical agencies like ENPF that you mentioned. How are you getting that to work? Because it sounds like it's going in the right direction. We have cooperation with almost every law enforcement agency in Brazil related to the environment, IBAMA, ICMBio, also Serviço Florestal do Brasil, and we have some data without. We have some agreements with these institutions, and other institutions we don't have agreement. But even though we received this data. We ask the data and we receive the data. We do the ETL of the geospatial data, of littoral data, and you use sometimes API also to receive all this information in our two systems, System Radar and GeoRadar. And we also have we also cooperate very much with NGO institutions, as I told here. You have a cooperation with Map Biomas. I didn't cite here, but I need to mention that this fourth part of Amazônia Protege, we are working with CCCA. That's a very important partner for us.
and with other, our job is to get data to give to the prosecutors. So we have many public partners and some private partners also. Thanks so much. All right, next let's move to some examples from Madagascar. So if we could pass the clicker down. Perfect, thank you so much. So Olivier, if you could tell us a little bit about how the use of GLAD alerts has helped Madagascar national parks to manage protected areas. Oui, merci Julien. Désolé, je vais répondre en français. Parlons d'abord du contexte de Madagascar. Madagascar, plus précisément Madagascar National Parks, est un des gestionnaires des 125 aires protégées. Il y a 125 aires protégées à Madagascar. Madagascar National Park gère les 43, mais en termes de superficie, les 43 aires protégées représentent la plus grande. Sur ces 43 aires protégées, MNP, Madagascar National Park, gère 1,5 million d'hectares de forêt. En ce moment, un agent doit assurer 2500 hectares. Et pour les communautés locales, une communauté locale composée d'environ de 10 membres, ils doivent assurer dans les 1000 hectares. Ce qui paraît grand et ce qui paraît difficile. C'est là en fait que nous avons d'utiliser le GLAD Alert pour pouvoir mener une bonne planification de 1 et de 2 pour faire des interventions rapides, efficaces avec les alertes. C'est ça le contexte. Pour comment on utilise le GLAD Alert en ce moment, permettez-moi de vous présenter une petite vidéo illustrant l'équipe sur terrain sur comment ils l'utilisent. Amin'izany asa fiarovana izany dia nanapa-kevitra ny Madagascar National Park fa hiara-iasa amin'ireo mpiombon'antoka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia izay ataontsika hoe forest watcher. Tena nanafaingana ny fomba fiasa ny fampiasana ny forest watcher satria ao anatin'ny fotoana fohy dia voafeny tsindry satria eo ny eo ihany ny agent de parc dia efa mandray ny vaovao voaray avy amin'ny satelita avy aty amin'ny birao dia eo ihany koa izy zareo dia midina eny fotony manamarina ny zava-misy eny fotony. Taloha zay raha manao patrouille dia samy mbola tsisy GPS dia mandeha eny anaty ala eny dia tena vereny jambany fotsiny mandehandeha eny fa amin'izao zay ny fahatsarany ny siany GPS dia chef-secteur mba natoranay hoe ary ny lalana tokony andehananareo dia mandeha zay dia voahanina io GPS io dia maneno dia tonga dia hita. Ampiharony tena lalana lay tsotra ambany latabatra dia fivarotana tanin-drazana ireo mpitondra firenena mpanageda no marina moa fa niady amin'ny teviala dia anisan'ny tanjona izay fatoanay mafy amin'ny fiarovana ny valan-javaboary. Tsara ny vokatra hita ary tsapa fa tena nanampy betsaka eo amin'ny fitantanana ny faritra rovana ny fampiasana an'ity teknôlôjia ity koa dia nanapa-kevitra ny Madagascar National Park miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka hatrany fa anitatra ny fampiasana izany fitaovana izany any amin'ireo faritra rovana hafa manerana ny Madagasikara. Thanks so much, Olivier. I guess the next question, if you could speak a little bit how you adapt global monitoring data to be useful at the local scale, because I know you've done lots of work on that. Oui, merci. Pour Madagascar, et en particulier dans nos aires protégées, nous avons
les aires protégées représentent le plus de forêts à Madagascar. Et il existe différents types de forêts, allant des forêts humides avec 4000 millimètres de pluviométrie dans les forêts humides de l'Est, à 400 millimètres de pluviométrie au sud de Madagascar. Pour le grade d'alerte, le Tricover Density, ces méthodologies ne peuvent pas être standard comme proposé. Donc, du coup, nous, avec l'appui de Global World Resource Institute de Madagascar, on a adapté cet outil mondial à l'échelle des aires protégées. Notre article concernant cet outil d'adaptation vient d'être accepté dans une journal. Attends, je vais regarder parce que j'ai oublié le nom. Environmental Research Communication, qui nous permettra de partager notre méthode pour tout Madagascar. Thanks so much, Olivier. So next we go to some examples from the Democratic Republic of the Congo. So question to Serge is, how does forest monitoring support the work of OGAF as an independent monitor? Oui, bonjour à tous, je suis Serge Bondo, je viens de la RDC. Avant de répondre à votre question, Julia, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation. Et notre organisation, comme le nom l'indique, Observatoire de la gouvernance forestière, est une organisation de la société civile environnementale de la RDC. Nous travaillons depuis une dizaine d'années dans un contexte où le pays est doté d'un arsenal juridique constitué donc d'une loi forestière et de ses mesures d'application. Et je tiens également à rappeler que le Congo possède 62% des forêts du bassin du Congo, environ 152 millions d'hectares. Et donc, dans ce contexte, OGF travaille comme observateur indépendant de forêt et pour assurer, je dirais, la transparence, la crédibilité des mécanismes officiels de contrôle forestier. Ça, nous les tenons de la réglementation qui, je dirais, réglemente le contrôle forestier en République démocratique du Congo. Et vous comprendrez avec moi que dans ce contexte où le pays est grand, avec des difficultés énormes en termes d'accessibilité dans les zones forestières, d'accessibilité des informations, les outils d'aide à la décision qui sont développés par WRI nous sont d'une grande importance dans ces contextes-là. Et par exemple, ces outils qui sont utilisés sont notamment le Global Forest Watch et la Task Forestier, mais aussi l'Open Timber Portal. Et donc, dans le cadre de nos missions, ces outils nous aident à différentes étapes. Pour ce qui est de l'OTP et de la taxe forestier, et donc ils nous permettent, lors de la phase de planification des missions, d'accéder aux documents de gestion forestière, en gros des documents qui sont liés à l'exploitation forestière, mais aussi des éléments cartographiques, les limites de concession, les limites des blocs d'aménagement, les limites des assiettes annuelles de coupe. Et donc ces documents sont importants dans la phase de planification et de préparation, pour permettre notamment à avoir des informations au préalable avant d'effectuer des missions de descente sur le terrain pour identifier les infractions qui sont, je dirais, commises par les exploitants forestiers. Et nous avons également le Global Forest Watch, qui est cet outil important aujourd'hui qui nous aide déjà à identifier les alertes de déforestation avant d'aller sur le terrain. Et cela nous aide justement à réduire les temps d'émission parce que vous avez déjà des informations sur les potentielles zones où les déforestations sont je dirais, réalisées. Et de ce fait, cela nous permet, une fois sur le terrain, grâce aux Forest Watchers, de faire un suivi pour mieux identifier les causes et, je dirais, également espérer, grâce à ces alertes, de faire des propositions, des recommandations qui vont aller dans le sens de sanctionner des potentiels ou, disons les personnes qui sont à la base de toutes les déforestations ou de toutes les illégalités qui sont constatées sur le terrain.
Voilà un peu de manière globale la façon dont le travail de OGF est fait dans le contexte de la réglementation forestière en RDC, mais aussi grâce à l'utilisation des nouvelles technologies qui nous sont apportées par les WRI. Thank you so much, Serge. And I think, again, you've already touched on this a little bit, but just to really, go into why are independent monitors, in your opinion, so critical to ensuring legality in the Congo Basin? Oui, les observateurs indépendants sont des acteurs importants. Déjà qu'ils sont membres de la société civile et ils sont importants dans la mesure où nous sommes dans un processus qui se veut, les gestions forestières, disons, qui se veut être participatif. Et donc, les observateurs indépendants sont des acteurs clés, des acteurs essentiels pour, à la fois, grâce à leur rôle, de veille légale, de veiller à ce que les règles, de veiller à ce que les lois forestières, de veiller à ce que les réglementations soient respectées. Mais aussi, de par ces rôles-là, ils participent, je dirais, à veiller à ce que la transparence soit effective à travers des actions de plaidoyer, des actions de monitoring sur le terrain et fournir des recommandations pour aller dans le sens d'améliorer la gouvernance dans les secteurs forestiers. Et donc, au regard de tous ces éléments, je pense que les observateurs indépendants sont des acteurs clés à l'échelle du bassin du Congo, de manière générale, mais aussi de la RDC de manière plus spécifique. Thank you so much. And because you have the clicker, Serge, if you don't mind clicking one more onto if you can advance the slides, si vous pouvez avancer les just one more because what we're going to do now, and thank you so much, what we're going to do now is we're going to also give the audience the opportunity to ask questions, and I think that includes our participants online. And so online we have the Slido, the QR code. Please do submit questions. And feel free to ask any questions that you like to our wonderful panel that we have up here. But to start us off, and I think there's so much good experience on this panel, one of the questions that I would love to ask you is given all of your work now and the lessons that you've learned on the job and the challenges that you've encountered, what do you wish that you had known 5 years ago that you could perhaps share with other jurisdictions that are just starting out using these tools? And maybe I'll go first to Miguel. Yeah. Well, basically, the information now is more precise, is more detailed. So maybe five years ago, we can take some action as authorities, no, in order to prevent the illegal logging, for instance. But also, I need to focus on that because most of the times the information is related just to prevent, to fight against illegal loggings, but sometimes it allows us to know what happened in the forest because we have in some places forest concessions that are overlapped to other rights, such as mining. No? And we have in Madre de Dios some places that are overlaps with illegal mining. So most of the times the right holder of the concession talk to us and say, I'm not lodging in these places. It's the mining persons. So using the data, the geospatial data, the multitemporal analysis, we can see that the trend or the change of the use land goes outside to inside the concession. So it allows us also to set up the responsibilities in the charge of the person. So basically, I think we have more precise, more detailed information that allow us to know what happened in the forest. But I think it's also necessary to not only to have the right information, even if as I said before, to develop capabilities in the local authorities, mainly and all the persons that are involved, no? How to use the data, for instance, in the planning. No? If I am the authority to give the right, to give the concession, to give the permit, maybe I need to use also geospatial data to know what happened in forests, no? And see if there is a consistency between the production of the wood in those places. Yes, that's it.
Thanks so much, Miguel. Daniel, if I can ask you the same question, what do you wish you had known 5 years ago, or what advice would you give, given what you've learned in the past 5 years, to new jurisdictions starting off on this journey? No. We work nowadays with roadmaps. Every prosecutor that start to work, most prosecutors start to work in his career in the north of the country, in Amazon region. So we have, it's usual that we have unexperienced persons. So roadmaps using technology are very helpful for this unexperienced, because 5 years living in Amazon, you learn a lot. I learned a lot here in these 3 days. If you live in Amazon, you can understand how it happens, how illegal mining happens, how land grabbing, and you can understand that there is organized crime involved. Always there is organized crime involved. Always there is money laundering, and when you begin in your career, you don't understand this. You think that everything is scattered crimes, and it's not. It's everything connected. It's a network. So the roadmaps is useful for that. So we are working this way to because I learned that, you know. Thank you so much, Daniel. We've just had some questions coming in, and maybe I'll switch to those and ask Jean-Daniel, what is your top priority for improving forest monitoring? Quelle est la priorité pour faire les improvements sur le monitoring des forêts? Merci. En réalité, au Cameroun, d'après nos textes de loi, je pense que nous tenons ça du sommet de la Terre à Rio, où dans nos lois, on a mis l'homme au centre des priorités, de toutes les préoccupations liées à la gestion des ressources naturelles. Ce qui fait en réalité la priorité de la gestion durable des forêts au Cameroun, la gestion durable des ressources naturelles, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est booster le développement du pays. C'est pour ça que beaucoup ne le savent pas, mais au Cameroun, en réalité, je voudrais peut-être revenir dessus. Je l'ai dit hier au cours d'un autre atelier. Le Cameroun a 2 principaux domaines forestiers. Et ça, c'est reconnu dans notre loi. On a le domaine forestier permanent, je l'ai dit tantôt ici, les aires protégées, les unités forestières d'aménagement, les forêts communales. Et on a également le domaine forestier non permanent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine forestier permanent abrite toutes les forêts qui sont sous aménagement et dont 50% des retombées issues de l'exploitation de ces forêts sont directement mis à la disposition des communautés riveraines et des communes riveraines. Ça, c'est dans la loi forestière. Maintenant, dans le domaine forestier non permanent, qui est l'espace dans lequel l'État peut donner d'autres affectations autres que forestières, là également, il y a des petites forêts que nous appelons comme une forêt communautaire, qui sont également des forêts sous aménagement, mais sur le label d'un plan simple de gestion, et qui également produisent, et dont la totalité, 100% des recettes, vont au bénéfice des communautés qui en sont bénéficiaires. Donc, l'élément central de l'aménagement des forêts au Cameroun, c'est d'abord le bien-être des populations. Et bien évidemment, on ne doit pas cracher sur tous les avantages liés à la protection de la nature, au changement climatique. Mais pour le Cameroun, dans notre loi, tout ce que nous faisons comme aménagement forestier, c'est pour l'intérêt des populations riveraines. Je vais vous surprendre en vous disant que si le Cameroun a aujourd'hui des zones désenclavées, c'est davantage grâce à ces forêts sous aménagement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, there's a lot of priorities indeed. Thank you so much, Jean-Daniel. And maybe, Olivier, I'll ask you the same question. What is, for you, the top priority for forest monitoring? Oui, en fait, nous, on gère des aires protégées. Donc, on ne peut pas dire que telle ou telle activité ou telle forêt ou le monitoring, on a une priorité. Tous nos types de forêts dans les aires protégées sont des priorités. Comment le faire?
c'est plutôt là, en fait, que nous devons adapter nos moyens. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la gestion d'une aire protégée et pour la gestion d'une forêt, il ne faut pas vraiment attendre à des miracles. Beaucoup de acteurs doivent participer dans cette conservation, allant de la communauté locale jusqu'à l'application des lois. Donc, les procureurs, les juges, tout ça, ils doivent être au courant des lois en cours et que dès qu'il y a crime environnemental, l'application des lois doit être faite à la détection jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à son application finale. Donc, nous, on ne va pas dire on priorise tel ou tel. Tout est priorité, mais comment atteindre notre objectif, zéro déforestation, c'est plutôt là, en fait, que nous focalisons tous nos efforts. Thank you so much, Olivier. And maybe for Serge as well, same question. I mean, for you as an independent forest monitor, what is the top priority in what would it take to be able to do what you do more and better? À mon avis, je pense que la priorité doit résider dans la synergie d'action qui doit être, je dirais, créée entre les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de la gestion forestière. Ces acteurs ne doivent pas, je dirais, évoluer en vase clos. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus où la gestion des ressources doit être participative et donc tous ces acteurs doivent mettre la main dans la pâte. Je donne juste un exemple. Nous avons en RDC des instances judiciaires. Dans la plupart, je dirais, des cours et tribunaux, les procureurs, les juges ne sont pas du tout informés de la question de la gestion forestière. Et de ces faits, quand il y a des problèmes qui touchent aux forêts, et les juges ou, disons, les procureurs, ils traitent la question en se basant sur les droits de manière générale, alors que les forêts sont gérées par des droits, par des lois spécifiques. Et donc, je pense que de ce point de vue, il faudrait, je dirais, impliquer davantage d'autres organisations, d'autres agences gouvernementales en charge de l'application des lois, notamment les cours et tribunaux, mais aussi les services qui travaillent dans les frontières, les services de contrôle de qualité. Je pense que ce n'est qu'en impliquant le maximum d'acteurs et en créant justement cette synergie que nous pouvons désormais espérer avoir des résultats qui puissent aller dans le sens d'améliorer la gouvernance des ressources forestières. Yeah, no, feel free if you want to come in, Jean-Daniel. Oui, merci. J'ai failli oublier quelque chose de très important, surtout toutes ces questions d'amélioration de la gestion forestière, pour dire que le Cameroun a signé un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne en 2010. Dans le cadre de cet accord de partenariat volontaire, le Cameroun avait ambitionné améliorer son système de suivi de l'exploitation forestière, et ça a abouti à la mise en place d'un système de traçabilité forestière, traçabilité électronique, grâce à un système que nous appelons le système d'information de gestion forestière de seconde génération. Donc, une des priorités pour le Cameroun aujourd'hui, pour arriver vraiment au bout d'une parfaite maîtrise de sa gestion forestière, c'est vraiment qu'on nous amène, on nous accompagne à la finalisation de tous les modules de ce système. Parce qu'aujourd'hui, nous devons émettre des certificats de légalité, FLECT, mais nous n'arrivons pas à le faire jusqu'aujourd'hui, faute de moyens pour développer la totalité de l'application. Dans cette application, nous avons la possibilité d'assurer la traçabilité du bois du site d'exploitation jusqu'au port. Et ça, nous arrivons déjà à le faire avec les quelques moyens dont l'État dispose. Mais nous pensons que si nous allons jusqu'au bout de cet outil et faire fonctionner les 18 modules qui sont prévus, on va durablement améliorer tout ce qui est gestion forestière au Cameroun. Je voulais apporter cette précision-là. C'est même l'une de nos priorités sur le plan politique. And dare I ask, how close is it? You're wanting to get to the end of the system, and I know you've been working on this for a while. What will it take to get it to the final place, the traceability system? Vous pouvez aller je n'arrive pas à bien comprendre l'anglais quand vous parlez. Moi, je comprends l'anglais des Camerounais, mais le vôtre là,
Si vous pouvez parler en français, ça va Moi, je m'aider. n'ai pas d'anglais camerounaise. Pardon. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver aux fins de ce système de traçabilité? Qu'est-ce qu'il reste? OK. En réalité, pour la petite histoire, nous avions bénéficié de l'appui financier de la coopération allemande, mais pour des questions que je ne pourrais pas évoquer ici, étant donné que je ne suis pas mandaté, ils ont dû retirer certains financements. Je crois que le problème entre le Cameroun et son partenaire à ce moment-là, c'est que le Cameroun n'avait pas souhaité qu'on lui mette à disposition une application toute faite et qu'il ne va simplement utiliser. Le Cameroun avait souhaité être partie prenante dans le développement de l'application, ce qui visiblement n'était pas... Donc, ce qui se passe en réalité, c'est que l'appui financier qu'on avait obtenu pour arriver à cette application nous a été retiré. Maintenant, ce que nous avons pu développer jusque-là, tous les moyens dont nous disposons, c'est de garder fonctionnel ce qui existe déjà. Le projet est toujours sur place, il y a des développeurs qui sont disponibles, mais les moyens pour arriver jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il nous faut globalement, c'est cet appui-là. C'est cet appui technique et financier pour qu'on y arrive. Thank you so much. I think I want to come back to some points mentioned before around coordination between different government agencies and also coordination between government and civil society. And I want to come back to you, Miguel, and also ask you, Jean-Daniel, from your government perspective, what do you think is, how can one best collaborate with civil society on monitoring efforts, and what have you found useful? Well, I think the forest as an important element for the environment is a point of a lot of efforts, no? And we need to join them. No? According to this, I think basically yesterday I listened in one conference about something about the respect the local flavors. So I think it's very important, all of us as authorities, to get involved into integrating and incorporating the expectatives and the approaches from the local authorities and local entities. As Daniel said before, one thing is to live in the Amazon, no? To live the Amazon, to live the culture, the flavor over there. So, because the forest, for all of us, represents a responsibility, but for local communities, represents an opportunity also to develop the local economy. And if I am allowed, I would like to talk about the priority of improving forest monitoring for us, for instance. No? We have two main approaches. One of them is called preventive or risk approaches, and the other one is the promotion of the approaches, because by one side, we have denounces, we have public ministry requirements to go and supervise and see what happened in field in this concession forest. But on the other hand, there are a lot of efforts from the private sector to make the things in a good way. So we need to put it into value, those efforts, to see that this is possible, sustainable activity. So we need to promote them. No? Some months ago, the last year, for instance, we given a certificate for all those companies or all those right holders that comply the obligations, no? that comply obligations, and we can that we see in the field with the field work. No? These, I think, are for one side for this question about monitoring, and from the other side, I think we need to co-create the tools and the using of the tools and the methodologies with the local authorities and the local actors. Obviously, as a civil society, such as a big, important partner. Thank you. Thanks so much, Miguel. I think there was another question that came in terms of, and maybe I'll turn to Daniel for this one. Do you have any advice for a country who wants to use deforestation alerts for law enforcement? How can they set up an effective system for this? Sorry. Can you repeat? For sure. Do you have any advice for a country who wants to set up deforestation alerts for law enforcement? How could they set up an effective system for this?
And I think it's on the second one on the screen as well, in case. It depends on the purpose. You have many kind of different deforestation. Deforestation is a different phenomenon. You have land grabbing, and to fight land grabbing, you need to understand the ownership of the land. So if you have this data, you have the information necessary to fight it. And there is the problem of timber, the timber market, and you can try to have a traceability as cameras doing, but Brazil has it, and we have problems also because there is a lot of fraud. And there is a lot of false papers to justify the origin of the timber or of the logs, and you also have the illegal mining industry. There is another perspective, and you also have to take care about the papers because diamond have diamond is, for example, is sold in American, European market, and it's very usual. Gold, it's the same. So we have to take care about money laundering, about timber laundering. I think you need to think about the environmental crime as a part of organized crime. I think the point is that you don't need to think it as something that more simple than trafficking of people or trafficking of drugs. It's like I think it's the same. Thank you so much. And maybe Olivier, I'll bring the same question to you in terms of your experience using the GLAD alerts or deforestation alerts, and what advice you would give to organizations setting up similar systems. Oui. Pardon, ça décale un peu le français. Oui, en fait, pour utiliser les alertes déforestation et pour l'application des lois, si je comprends, c'est ça la question. Oui, en fait, il faut une proactivité. La proactivité des agents, de 1. Après, la proactivité sur l'application des lois. Toute alerte, il faut les vérifier. Ça, c'est systématique. S'il y a des alertes détectées, on laisse comme ça. Après, ça va s'agrandir et le risque et le taux de déforestation va augmenter. Donc, systématiquement, tous les alertes doivent être vérifiées. De 1. De 2, ces alertes vérifiées, s'il s'avère que c'est vraiment une déforestation, le gestionnaire du parc, comme nous, doit être proactif à s'approcher du tribunal. Et il faut suivre tous les dossiers. Il ne faut pas se dormir sur ses lauriers. On a détecté déforestation, on a passé le dossier au tribunal et on s'arrête là. Non. Si on fait ça, il y aura beaucoup de dossiers qui vont rester en instance. Donc, détecter, suivre et toujours suivre jusqu'à ce qu'on a des résultats, que ce soit probants ou pas probants, mais il faut toujours faire des suivis avec le tribunal. Certes, ça demande beaucoup de moyens, parce que faire des suivis, faire des patrouilles, c'est un moyen financier, humain, technique, et beaucoup même des infrastructures. Faire des suivis et des va-et-vient aux côtés de la juridiction, je suis au tribunal, c'est encore un autre moyen. Et il faut même, je pousse un peu le bouchon, il faut même faire de lobbying. Parce que ça, des fois, ça ne s'arrête pas sur juridiction locale. Il faut discuter avec des instances encore supérieures, pour avoir des résultats. Thank you so much, Olivier. I'm going to just for a second put on my Nature Crime hat. I work with the Nature Crime Alliance Secretariat, and I know that in all of your monitoring efforts, you're focusing on deforestation. But I know we talked a little bit about
do you come across other nature crimes in your monitoring efforts? So, in monitoring deforestation, do you come across illegal mining or illegal wildlife trafficking? And what potential lessons do you see that can be taken from forest monitoring to the monitoring of other illegal activities as well? And maybe I'll start with Serge on this one. Yeah. De l'observation pour la déforestation, s'il y a les leçons ou si on trouve quelque part, quelque temps aussi, les autres activités illégales. Oui. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un grand souci en RDC sur la superposition des titres, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où nous avons les carrés miniers qui se superposent soit aux concessions forestières, soit aux réserves, aux parcs. Et ça, c'est effectivement un souci qui peut effectivement être, je dirais, détecté ou décelé grâce à l'utilisation des outils comme Global Forest Watch qui peuvent donner justement des alertes. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pour ce qui est, par exemple, des activités de chasse de communauté, nous avons pu relever qu'à certains endroits, dans certaines provinces, notamment la zone sud-est de la RDC, qui est une zone riche en minerais. Et dans cette zone-là, les populations ont une certaine tendance à mener leurs activités de chasse en mettant du feu sur soit les galeries forestières ou les savanes. Et donc c'est, je dirais, une grosse menace sur l'écosystème, sur les écosystèmes forestiers, et surtout que dans cette zone-là, ils n'ont presque plus de forêts, car ces forêts sont entièrement, je dirais, coupées à cause des activités minières. Et en plus de cela, les communautés qui arrivent à mener leurs activités de chasse en mettant du feu. Et donc je pense que ça, c'est une grosse menace et que nous avons pu déceler et mener un plaidoyer dessus, parce que c'est aussi ça l'importance d'utiliser des outils comme le Global Forest Watch ou d'autres outils qui lancent des alertes, parce que c'est un outil effectivement autour duquel on peut construire un plaidoyer pour soit proposer je dirais aux communautés de réaliser des activités alternatives à la chasse pour ne plus qu'elles mettent du feu constamment à chaque saison sur les forêts. Et même pour les autorités de prendre des actions punitives notamment pour empêcher que ces types d'activités reviennent très souvent et qui favorisent une déforestation accrue. Merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut Sorry. Is there anyone else that would like to share also experiences, in terms of any intersection between forest monitoring and other nature crime monitoring, or any experiences that you've had? Oui. Ah oui, c'est la même question que pour Serge. Si vous avez eu des expériences d'observation des forêts et si vous avez trouvé aussi les autres activités illégales comme l'exploitation minière illégale ou l'exploitation de la faune illégale. Oui, nous sommes tous dans le bassin du Congo et exactement ce que Serge dit, c'est la même chose au Cameroun. L'État a dû faire le choix et a validé l'idée de la superposition des permis miniers avec les titres forestiers. Ce qu'il faut dire, c'est que ce que détecte la technologie telle que GLAD et RAD, évidemment, comme a dit le voisin de Malgache, on a vraiment besoin d'aller vérifier, parce que concrètement, ce que vous avez comme information, comme retour d'information, lorsqu'il y a eu une alerte, parfois nous arrivons sur le terrain, ce n'est pas un crime selon nos lois. Tout simplement parce que l'article 60, par exemple pour le cas du Cameroun, l'article 73 de la loi forestière dispose que, en cas d'un projet de développement dans une zone, l'administration a obligation de procéder à l'enlèvement des bois. Et si les procédures traînent et que celui qui est en train de réaliser le projet, lui, il est tenu par son calendrier, il a la possibilité de faire abattre ces bois et de les endiner pour que l'administration vienne plus tard procéder à la vente aux enchères des bois déjà abattus. Et lorsque parfois les alertes nous indiquent ce genre de situation et que nous arrivons sur le terrain et qu'on constate que
c'est soit le ministère des Mines qui encadre une exploitation minière dans une zone où ils ont déboisé, ou alors c'est le ministère des Travaux publics qui est en train de construire une route pour désenclaver une localité. Tout de suite, selon nos lois, ça ne peut pas être considéré comme un crime forestier, donc aucune procédure ne va prospérer. Par contre, lorsque les faits pareils sont constatés, même si vous êtes gestionnaire d'une concession et qu'on constate que vous êtes allé exploiter au-delà de vos limites, là, ça constitue des crimes et il y a toute une structure dans l'administration forestière qu'on appelle la Brigade nationale de contrôle qui se charge de l'affaire pour les procédures. Et c'est la même chose avec la faune. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi camerounaise est encore beaucoup plus sévère vis-à-vis du braconnage parce que si, par exemple, pour le cas de l'exploitation forestière, la loi dispose que l'opérateur économique fautif a le droit de solliciter ce qu'on appelle la transaction, ça veut dire que l'action publique ne peut pas être engagée s'il a bénéficié, s'il a sollicité la transaction et auquel cas il va payer tous les dommages et intérêts liés à l'activité illégale qu'il aura menée. S'il fait ça, on n'a plus nécessairement besoin de le poursuivre. Par contre, la transaction n'existe pas pour ce qui est de la faune. Donc, et le Cameroun ayant plusieurs aires protégées dont la majorité beaucoup sont transfrontalières, nous subissons des incursions parfois des pays voisins, parfois même des Camerounais, puisque au-delà des frontières qui ont été établies par nos colons et autres, vous arrivez dans une zone où vous avez d'un côté le Cameroun, de l'autre côté la Centrafrique, mais c'est le même peuple. Donc ils vont difficilement vous dire que ça là, c'est l'action de tel, mais lorsque ces faits sont avérés sur le terrain, la procédure est beaucoup plus rapide lorsqu'il s'agit des crimes phoniques, parce que directement, on vous défère devant les tribunaux compétents qui vont se charger de la suite de la procédure. Mais s'ils vont le relaxer là-bas, ça devient difficile pour l'administration forestière de s'y opposer. Je ne sais pas si j'ai apporté une réponse à la question. No. It's exactly the challenge in terms of aligning between different responsible agencies and between different sources of information, even if when you're out there monitoring forests, you're also seeing other illegal activities. And so that's definitely a challenge. Olivier, did you want to add? Yeah. Oui. Pour Madagascar National Park en particulier, la déforestation et la majorité sont masquées par des autres activités illégales. Dans côté est de Madagascar, exploitation minière, là, on va dire que c'est l'exploitation minière qui pousse les gens à faire la déforestation. Pas forcément pour creuser le trou, mais il faut qu'ils s'installent dans l'air protégé, donc ils vont faire une zone qu'ils vont défricher pour que là où il faut s'installer. Il y a aussi, on peut dire aussi, les chasses. Je ne sais pas comment le dire en français ni en anglais, on dit l'âle. Un lâle, c'est une chasse de lémurien, mais pour chasser un lémurien, il faut nettoyer au moins des hectares pour que le lémurien ne sorte pas de cet endroit. Donc, du coup, le chasseur va le prendre dans cet endroit qui est isolé. Un autre cas aussi qui paraît un peu stupide, je vais dire, c'est collecte de miel ou collecte de miel dans certaines forêts. Et, pour collecter le miel, il va brûler l'arbre et l'arbre il va pas pouvoir contrôler le feu et que là, la forêt va partir en fumée. Il y a beaucoup de je vais dire, activités illégales qui vont causer une déforestation, un défrichement après. Et c'est ce qui arrive pour nous, gestionnaires des aires protégées. Là, je dis que certains cas, il y a la production de charbon, tout ça, mais je dis ce qui paraît un peu... Mais après, l'impact est très, très grand. Miguel et puis Daniel. I'd like to add one thing. According to the numbers of the environmental ministry in Peru, the forest conservation program, the areas that are granted by forest concessions are less disturbed by deforestation. So in some places that there is an overlapping of the illegal mining activities with forest concessions, it's important to put into value
the activity of these forest concessions in order to maintain the area. Because if the right holder, for instance, doesn't want anymore the forest concession, is a big danger for the management of the area. No? So, as an authority, we think that it's important to put into value and promote these legal activities, no, in this area. Yeah, Daniel. Illegal mining, it impacts not in terms of area of deforestation. It doesn't impact as much as land grabbing, but it impacts the rivers. So it's very important thing in environmental terms. I'd like to talk about one case in Brazil. That's the case of indigenous territory of Cinta Largas. There are four indigenous territories of Cinta Largas, but there is illegal diamond mining in Cinta Largas territories. That's called Garimpo do Laje, and they explore diamonds. Sometimes there is 500 people, 1,000 people inside the indigenous territory. Is really a big mining and open mining, and with involvement of indigenous people sometimes also, and in the situation there is paper, there is the fraud with papers, the Kimberley certificate, sometimes for internal market. We got a situation that a paper was created illegally in a mining, fake mining place in Minas Gerais. That's a state in southeast of Brazil. And the diamond came from Cinta Larga land territory, and it also happens with there are foreigners that buy the diamond. It's easy to bring. It's easy to go to anywhere, and it's also they need a Kimberley certificate. So there are nowadays techniques to analyze diamond and find if it comes from where it comes from. So there is it's possible to analyze a diamond and find if it comes from Brazil, from that area of Brazil, from I don't know, Congo or anywhere. You know, it's possible to go back of the criminals. Thank you so much for that great example. I think just because we are starting to come towards the end of the session, I'm going to try to sum up a little bit of our very rich discussion, and thank you so much. I'm going to give you advance notice. I'm going to give you each 1 minute to offer some final thoughts, taking advantage of the wonderful audience that we have here at the LCL Summit and online as well with us. For any final thoughts that you would like to share on what it will take to improve forest monitoring specifically. But just to reflect a little bit, we've heard about sharing information and sharing some of that information directly with prosecutors. We've heard about the need for local flavor, for the benefits of sending young prosecutors or young technicians out to get to actually know the Amazon, or to work on the ground in Cameroon. We've talked about the need to verify the alerts. And we've talked about the need to follow up, to make sure that information is actually used, and that it's in the right format for colleagues and other agencies to take that information forward.
We've also talked about, and touched on the intersection with other nature crimes from mining and from wildlife trafficking, as well as honey collection and the risk of fires. We've talked about various issues such as overlapping concessions. So I just want to really thank the speakers for the rich discussion today. And I want to give you the opportunity to offer your final reflections. And I think maybe this time, instead of working my way across from Miguel, maybe I'll start with Serge and offer you a minute of final reflections just to wrap us up. So if I start with Serge. Yeah. Bon, je pense que à travers les discussions que nous avons eues ici, il a été clairement ressorti l'importance de l'utilisation, je dirais, de cette nouvelle technologie qui nous est proposée. En dehors du fait qu'elles permettent la collecte d'informations qui doivent être vérifiées sur les terrains après, ils ont cette force qui permettent aussi de constituer, je dirais, des éléments de preuve. D'autant plus que nous sommes dans une démarche où il faudrait arriver à endiguer la déforestation. Et ça passe par aussi des sanctions. Et donc, des éléments de preuve collectés grâce aux informations qui nous sont envoyées par ces outils, après leur vérification sur le terrain, peuvent effectivement être utilisés pour travailler dans le sens d'avoir des sanctions à l'égard, je dirais, des responsables qui sont à la base de ces illégalités, mais aussi de permettre, in fine, de travailler à l'amélioration de la gouvernance forestière. Ça, c'est un point. Et l'autre point, j'aimerais vraiment revenir là-dessus, c'est dans nos pays, les pays qui sont, je dirais, ont cette caractéristique, je dirais, de faible gouvernance. Il faudrait que nous puissions travailler à créer des synergies d'action entre les principaux acteurs du secteur. Toutes les parties prenantes sont importantes. Il n'y a pas que l'administration, il y a aussi la société civile, il y a le secteur privé. Et je vais revenir pour mettre un accent sur l'importance d'associer les instances judiciaires. Parce que ce sont ces instances-là qui doivent, je dirais, dire le droit au final, qui doivent proposer des sanctions. Et c'est des actions qu'ils prennent qui sont en fait, qui ont ces caractères dissuasifs, qui peuvent permettre que nous puissions, je dirais, espérer commencer à avoir des résultats. On est déjà, pour certains pays du bassin du Congo, à pratiquement 30 ans depuis la promulgation du Code forestier. En RDC, c'est depuis 2001. Mais on a du mal aujourd'hui à avoir des cas clairs ou des cas précis où les sanctions ont été prononcées à l'égard des contrevenants à la loi. Merci. Merci. Olivier, 1 minute pour vos réflexions finales. Oui, merci beaucoup. En premier, je tiens à remercier l'organisateur de cet événement. Sans vous, peut-être, on n'aurait pas cet échange pour savoir que, en fait, les problèmes sont les mêmes, que ce soit Cameroun, Congo, Brésil, Madagascar, on a tous les mêmes problèmes. Et ce n'est pas propre pour nous. Et moi, personnellement, j'ai entendu des solutions que je peux dire qu'on peut adopter à Madagascar. De deux, je tiens à dire que la nouvelle technologie, les systèmes d'alerte, sur certains endroits, ça marche, sur certains, ça ne marche pas. Il faut toujours améliorer ces systèmes. C'est pas que ça ne marche pas que demain, ce qu'ils ont conçu ne va pas l'améliorer. Après, le système est là, une bonne chose, mais il faut aussi faire des sensibilisations aux gens qui dépendent, qui vivent et qui dépendent de ces ressources naturelles. Et après, si on a le système, on fait des sensibilisations, il faut aussi un état de droit, une juridiction forte. Donc, je suis un peu avec mon collègue. Il faut toutes ces synergies qui soient en place et que tout le monde agit
ensemble pour atteindre l'objectif peut-être ambitieux de zéro déforestation. Merci. Merci, tout à fait. Jean-Daniel, il nous reste 3 minutes, alors 1 minute de chacun pour vos réflexions finales. Oui, merci. Je ne vais pas, au risque de me répéter, je pense que je souscris à ce qu'ont dit les deux précédents orateurs. Je voudrais aussi rapidement répondre à la question là qui m'était adressée apparemment pour dire qu'effectivement le Cameroun est conscient de l'importance des données géospatiales pour le renforcement de la surveillance forestière, pour l'application de la loi, et que c'est déjà même le cas, c'est que nous faisons. Et pour chuter en souhaitant que effectivement la technologie, la nouvelle technologie c'est bien, mais il faudrait aussi également que dans ce cas de cette technologie, qu'on pense aussi à tout ce qui est transfert des compétences, parce que c'est souvent un peu gênant pour nos États d'être obligés de prendre des informations qui viennent d'ailleurs et ne pas pouvoir supplier lorsque ces gens-là doivent à un moment donné arrêter leur projet. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps aux autres. Merci. Merci. Daniel. I'd like to emphasize one thing that Oli said here about effectiveness of judicial system, of juridical system in general. It's really important, it's crucial to our job. If we do all the effort and it doesn't have a response of the judge, it doesn't happen. We can save anything. And another important thing to say is about political will of the parliament. It's very important to do something in Brazil about that. And law enforcement needs all the information that's necessary to do its job. So it's important to have information for science purpose, for journalists, for everyone, for market, for the civil society. And transparency is very relevant. But law enforcement really needs the tools, all the tools that are available. We need to do our job, to do a better job, to protect the Amazon region and all the forests. Thank you. Thank you. Miguel. Thank you. In the same way, I think law enforcement is a very important thing, and the use of the geospatial data and the technologies give us a lot of opportunities, no? To cover more area, to be more precise, have more detail, but we need to put into what do we talk about? Improve the public policies, no? So in order to get more transparency, disclosure policies, and for the forest sector to strengthen the traceability systems. No? We hope that in the next years we have more information and also help us to planning the land use and the activities. No? Thank you. Thank you so much. So with that, just a big thank you for everyone's participation. Thank you for the questions from online, and I do believe this will be available later. And just if everyone could join me in thanking our wonderful panelists for giving their perspectives from the countries. Thank you so much.